Un millionnaire fut trahi par son propre frère et abandonné dans un ravin pour y mourir. Mais quand un pauvre garçon de 12 ans le trouva presque mort, aucun d'eux ne savait que ce moment changerait leur vie pour toujours. Ce qui s'est passé ensuite vous fera pleurer et croire à nouveau en la bonté humaine. L'eau froide du ravin lui fouettait le visage, et Roman Kozlov ne savait pas s'il était vivant ou mort. Tout son corps lui faisait mal, et il avait un goût de sang dans la bouche qui ne partait pas. Quand il essaya de bouger, une douleur terrible lui transperça les côtes, et il comprit qu'il était allongé parmi les plantes, les pieds dans l'eau boueuse. Roman avait 65 ans et était propriétaire de la plus grande chaîne de supermarchés de la région. Il avait plus d'argent qu'il ne pouvait en compter, des maisons, des voitures, tout ce qu'on peut imaginer. Mais maintenant, il gisait là comme un chien, sans vraiment savoir ce qui s'était passé. La dernière chose dont il se souvenait, c'était sa rencontre avec son frère Sergueï, dans cet entrepôt vide. Ils s'étaient de nouveau disputés à propos des affaires. Sergueï avait toujours été le petit frère, l'envieux, celui qui ne pouvait jamais rien faire de bien, celui qui vivait en demandant de l'argent. Et maintenant, Roman comprenait pourquoi son frère avait tant insisté pour se rencontrer dans cet endroit étrange. La trahison faisait plus mal que les coups. Son propre frère, la seule famille qui lui restait après la mort de sa femme, avait ordonné de le tuer pour l'héritage. Roman n'avait pas d'enfant et tout son argent reviendrait à Sergueï à sa mort. Mais apparemment son frère ne voulait pas attendre. Il se souvenait parfaitement comment tout avait commencé. Sergueï était venu ce matin-là à son bureau au 25e étage du plus haut bâtiment de la ville, le visage inquiet et un dossier plein de papiers à la main. « Roman, nous avons un grave problème », avait-il dit. « Il y a une plainte contre l'entreprise. On dit que nous vendons des produits périmés dans les quartiers pauvres. Nous devons parler aux plaignants avant que cela ne parvienne aux médias. » Roman avait fait confiance à son frère. Après tout, Sergueï s'occupait des relations publiques de l'entreprise depuis 5 ans. Il n'avait jamais rien fait de bien, mais Roman lui avait donné le poste par pitié parce que c'était son petit frère et qu'il n'avait nulle part où aller. « Où devons-nous nous rencontrer ?» avait demandé Roman. « Dans un entrepôt du quartier industriel. Le gars dit qu'il a des preuves là-bas. Il est un peu paranoïaque, il ne veut pas venir ici. » Roman aurait dû se méfier. En 40 ans de carrière, il n'avait jamais eu à se rendre dans un tel endroit pour résoudre un problème. Mais dernièrement, il était fatigué. Depuis la mort d'Elena, sa femme, il y a 2 ans, il n'avait plus envie de se battre avec autant d'acharnement. Elena était tout pour lui. Ils s'étaient rencontrés quand il avait 25 ans et venait d'ouvrir sa première entreprise, un petit entrepôt dans le centre. Elle travaillait comme secrétaire dans un bureau voisin et passait chaque jour devant son entreprise pour acheter des cigarettes. Elle était belle, mais pas comme les mannequins dans les magazines. Elle était belle d'une manière réelle, avec des yeux bleus et un sourire qui l'apaisait. Ils se sont mariés 2 ans plus tard. Et à partir de ce jour, Elena fut sa compagne en tout. Quand l'entreprise a grandi et qu'ils ont ouvert un 2e magasin, Elena tenait la comptabilité. Quand ils en ont eu 10, elle gérait toute la partie administrative. Et quand il y a eu 50 supermarchés dans toute la région, Elena était restée la seule personne en qui Roman avait une confiance absolue. La seule douleur qu'ils partageaient était l'impossibilité d'avoir des enfants. Ils ont essayé pendant 15 ans, avec des médecins, des traitements, des voyages à l'étranger. Rien n'a fonctionné. Elena pleurait en secret, et Roman faisait semblant de ne pas s'en soucier. Mais la nuit, il pleurait aussi, quand elle dormait. « Nous serons heureux tous les deux, » lui disait Elena, « et nous aiderons de nombreux enfants qui n'ont pas de parents. » Et c'est ce qu'ils ont fait pendant des années. Ils ont fait des dons à des orphelinats, payé des bourses d'études, aidé des familles pauvres, mais toujours de loin, toujours par le biais de fondations, jamais en face à face. Quand Elena est tombée malade d'un cancer, Roman est devenu fou, dépensant des millions pour les meilleurs médecins du monde. Il l'a emmenée dans des cliniques aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne, mais rien n'y a fait. Elena s'est éteinte progressivement, pendant 2 années terribles, jusqu'à ce qu'un matin, elle ne se réveille plus. À partir de ce jour, Roman est devenu un homme aigri. L'argent, les affaires, plus rien ne comptait pour lui. Il travaillait pour travailler parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre de sa vie. Et Sergueï en a profité, son petit frère attendait le moment idéal. Roman le savait. Maintenant, allongé dans ce ravin boueux, il comprenait que Sergueï avait tout planifié. La fausse plainte, la rencontre à l'entrepôt, les 2 hommes qui l'attendaient en là-bas. « Pardonne-moi, frère », lui avait dit Sergueï alors que les brutes le saisissaient. « Non, mais tu es déjà trop vieux et trop triste. C'est mieux ainsi. » Les coups étaient terribles. Ils l'ont frappé avec des bâtons, des chaînes, lui ont cassé les côtes. Mais le pire, c'était de voir le visage satisfait de son frère pendant qu'on le torturait.
Quand on trouvera ton corps, je pleurerai beaucoup à tes funérailles, lui avait dit Sergueï. Je dirai que tu as été le meilleur frère du monde, et ensuite je prendrai tout. Après cela, Roman ne se souvenait plus de grand-chose. On l'a jeté dans un camion et abandonné dans le ravin, le croyant mort. Misha marchait au bord du ravin comme chaque jour après l'école. C'était un garçon maigre de 12 ans, vêtu d'un pantalon d'uniforme scolaire reprisé 3 fois et de baskets usées qu'on lui avait données à l'église l'année précédente. Sa mère, Rosa, travaillait comme femme de ménage dans des maisons de 5 heures du matin à 8 heures du soir, mais l'argent ne suffisait toujours pas pour bien vivre. Le père de Misha était parti quand il avait 5 ans. Un jour, il n'est tout simplement pas rentré du travail, et ils ne l'ont plus jamais revu. Rosa n'a jamais refait sa vie, disant qu'elle devait s'occuper de son fils et que les hommes n'apportaient que des problèmes. Misha aidait comme il pouvait, ramassant du carton, des canettes, tout ce qu'il pouvait vendre pour quelques sous. Misha connaissait l'histoire de son père, parce que sa mère la lui avait racontée quand il avait posé la question. Son père s'appelait Kirill et travaillait dans une usine de pièces détachées pour voitures. C'était un homme bon, disait Rosa, mais il avait un problème avec l'alcool qu'il ne pouvait pas contrôler. Au début, il ne buvait que le week-end, raconta Rosa une nuit où Misha n'arrivait pas à dormir. Puis il a commencé à boire tous les jours en rentrant du travail, et finalement il a commencé à boire aussi au travail. Kirill a perdu son emploi parce qu'il arrivait ivre. Puis il a trouvé d'autres emplois, mais c'était toujours la même chose. Il buvait plus, travaillait moins. On le renvoyait. Un matin, il s'est réveillé et m'a dit qu'il partait, se souvenait Rosa avec tristesse. Il a dit qu'il n'était ni un bon père, ni un bon mari, et qu'il valait mieux nous laisser tranquilles. Je l'ai supplié de rester, que nous trouverions de l'aide pour qu'il arrête de boire, mais sa décision était prise. Misha a été très en colère contre son père pendant des années. Il ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait abandonner son fils comme ça. Mais maintenant qu'il était plus âgé, il pensait parfois que son père avait peut-être bien fait. Dans le quartier, il voyait beaucoup d'hommes qui buvaient et battaient en leurs femmes et leurs enfants. Au moins, Kirill était parti sans faire de mal à personne. Rosa travaillait comme une bête pour les faire vivre tous les deux. Elle se levait à 4h30 du matin, préparait le petit déjeuner de Misha, l'envoyait à l'école, puis partait faire des ménages jusqu'au soir. Elle nettoyait 4 maisons par jour, toutes dans des quartiers riches où on la traitait comme si elle était invisible. Misha l'a accompagnée une fois quand il était un malade et ne pouvait pas aller à l'école. Il a vu comment les propriétaires en parlaient à sa mère comme à une idiote, comme si elle n'était pas humaine. Ils lui criaient dessus quand quelque chose ne leur plaisait pas, exigeaient un peu qu'elle fasse plus de travail que convenu et la payaient 30 toujours moins que ce qu'il devait tant. « Pourquoi ne leur dis-tu rien, maman ?» a demandé Misha cette nuit-là. « Parce que nous avons besoin de ce travail, mon chéri, » a répondu Rosa. « Si on me renvoie d'une maison, il faudra en trouver une autre. Et c'est très difficile. Les riches pensent que toutes les employées de maison sont les mêmes. » Ce jour-là, Misha s'est promis que quand il serait grand, il gagnerait beaucoup d'argent pour que sa mère n'ait plus jamais à travailler pour de mauvaises personnes. Ce jour-là, il avait déjà trouvé 3 bouteilles en plastique et une canette de bière quand il a vu quelque chose d'étrange parmi les buissons. On aurait dit des vêtements, mais c'était très immobile. Misha s'est approché lentement, car dans leur quartier, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Les garçons racontaient toujours des histoires de cadavres qui apparaissaient dans le ravin, des gens tués ailleurs puis jetés là. Quand il a écarté les branches et a vu l'homme, Misha a fait un bond en arrière. L'homme avait le visage couvert de sang séché et les yeux fermés. Il portait un costume cher du genre que Misha ne voyait qu'à la télévision. Il avait une montre en or au poignet qui brillait même sous la saleté. Misha a voulu s'enfuir, mais il a alors entendu un très faible gémissement. L'homme était en vie. Le garçon est resté là, ne sachant que faire. S'il appelait la police, on lui poserait sûrement un tas de questions, et on pourrait même l'accuser de quelque chose. Dans le quartier, tout le monde savait que lorsque la police arrivait, ça se terminait toujours mal pour les pauvres. Mais il ne pouvait pas non plus laisser l'homme mourir. Misha s'est souvenu de ce qui était arrivé à Timofey, un garçon du quartier qui avait trouvé un vélo abandonné dans la rue. Timofey l'avait ramené à la maison, pensant que quelqu'un l'avait perdu. Mais 2 jours plus tard, la police est venue, disant que le vélo avait été volé. Ils n'ont pas cru Timofey quand il a dit qu'il l'avait trouvé et l'ont emmené en prison. Sa mère a dû vendre même les meubles de la maison pour payer un avocat qui l'a fait sortir. Mais cet homme n'était pas un vélo, c'était une personne qui était en train de mourir, et Misha ne pouvait pas le laisser là. Il s'est penché près de Roman et l'a secoué doucement par l'épaule. L'homme a lentement ouvert les yeux et l'a regardé avec un visage qui ne comprenait en rien. « Monsieur, ça va ?» a demandé Misha. Roman a essayé de parler, mais seul un gémissement rauque est sorti de sa gorge.
Il avait la gorge sèche, et tout lui faisait mal. Quand il a réussi à faire le point, il a vu un garçon sale et maigre qui le regardait, avec des yeux inquiets. « Où suis-je » a-t-il finalement réussi à dire. « Dans le ravin, monsieur. Je vous ai trouvé allongé ici. Que vous est-il arrivé » Roman a essayé de s'asseoir, mais la douleur dans ses côtes était atroce. Il a touché sa tête et a senti le sang sécher dans ses cheveux. « On m'a battu » a-t-il dit lentement. « Mon frère m'a trahi. » Misha ne comprenait pas bien ce qui s'était passé, mais il voyait que l'homme était gravement blessé. Il avait une profonde coupure au front, et quand il respirait, il émettait un son étrange, comme s'il avait beaucoup de mal. « Voulez-vous que j'appelle une ambulance » a-t-il demandé. « Non » a dit Roman rapidement, se souvenant soudainement du danger. « Si Sergueï découvre que j'ai survécu, il enverra des gens pour m'achever. N'appelle personne, s'il te plaît. » Misha a réfléchi. L'homme avait l'air riche, avec ses vêtements chers et sa montre, mais il avait aussi l'air effrayé, comme les garçons du quartier quand la police les poursuivait. « Ma maison est donc tout près », a finalement dit Misha. « Pouvez-vous marcher ?» Roman a essayé de se lever, mais ses jambes ne lui obéissaient pas bien. Misha l'a pris par le bras, et à deux, ils ont réussi à le mettre debout. C'était un homme grand et lourd, et Misha a dû faire beaucoup d'efforts pour l'aider à marcher. Le chemin jusqu'à la maison a été long et difficile. Roman s'appuyait sur Misha, et le garçon sentait que ses jambes allaient un peu se briser sous l'effort. Ils ont dû s'arrêter 3 fois pour se reposer. « Tu étais très fort pour ton âge », a dit Roman lors de leur deuxième arrêt. « Ma mère dit que le travail m'a rendu fort », a répondu Misha. « Je porte des choses lourdes depuis que je suis petit. »« Ton père n'aide pas ?»« Je n'ai pas de père. Enfin si, mais il est parti quand j'étais petit. » Roman a senti un pincement au cœur. Ce garçon aidait un inconnu sans aucune obligation, sans père pour le guider. La maison de Misha et Rosa était l'une des plus petites du quartier. 2 petites pièces, une salle de bain minuscule et une cuisine où il y avait à peine de la place pour une table. Les murs étaient peints en bleu, mais la peinture s'écaillait par endroits et il y avait des taches d'humidité au plafond qui grandissèrent à chaque pluie. Mais malgré la pauvreté, la maison était propre et bien rangée. Rosa s'efforçait d'en faire un foyer. Il y avait des fleurs dans de vieilles boîtes de conserve qui servaient pampes de peau, des rideaux cousus à la main et des photos de Misha depuis qu'il était bébé, collées sur le mur de la cuisine. Rosa préparait le dîner. Quand elle a vu son fils entrer avec un inconnu couvert de sang, elle s'est figée, une cuillère en bois à la main. « Maman, je l'ai trouvé dans le ravin », a dit Misha rapidement. « Il est blessé. » Rosa a regardé l'inconnu de la tête aux pieds. On voyait dès qu'il venait d'un milieu aisé, même sale et battu. Dans leur quartier, ils avaient appris à ne pas faire confiance aux riches, car ils apportaient généralement des problèmes. « Que faisait-il dans le ravin » a-t-elle demandé à Roman avec méfiance. « On a essayé de me tuer » a dit Roman, et sa voix était si fatiguée que Rosa a compris qu'il disait la vérité. « Votre fils m'a sauvé la vie. » Rosa a soupiré. C'était une bonne femme qui avait élevé Misha pour qu'il aide les autres, mais elle savait aussi que se mêler des problèmes des autres pouvait être dangereux. « D'accord, asseyez-vous ici », a-t-elle dit en désignant une vieille chaise en plastique. « Je vais vous nettoyer ces blessures. » Rosa a travaillé en silence, nettoyant le sang du visage de Roman avec un chiffon humide. L'homme avait plusieurs coupures, un œil au beurre noir qui enflait, et quand il a enlevé sa veste, elle a vu que ses côtes étaient recouvertes d'horribles ecchymoses. « On vous a bien battu », a commenté Rosa. « Pourquoi n'allez-vous pas à l'hôpital ?»« Enfin, je ne peux pas », a dit Roman. « Les gens qui m'ont fait ça vont me chercher. S'ils me trouvent, ils me tueront. » Misha était assis par terre, regardant la scène. Il n'avait jamais vu un homme aussi élégant de si près, même battu et sale. Il y avait quelque chose de différent chez Roman, des mains douces, des dents blanches et droites, sa façon de parler. « Vous êtes riche ?» a soudainement demandé Misha. « Misha, ne sois pas impoli », l'a réprimandé sa mère. « Ce n'est rien », a dit Roman avec un sourire triste. « Oui, j'étais riche, mais maintenant je ne sais pas si j'ai encore quelque chose. Mon frère va tout prendre. »« Votre frère vous a battu ?» a demandé Rosa, incrédule. « Mon frère et d'autres personnes ont voulu me tuer pour prendre mon argent. » Rosa a secoué la tête avec tristesse. Elle avait vu beaucoup de mal dans sa vie, mais qu'un frère essaie de tuer son propre frère pour de l'argent lui semblait la pire des choses. « Fonzo, vous avez faim ?» a-t-elle demandé. « Je n'ai pas grand-chose, mais je peux vous servir une assiette. » Roman n'avait rien mangé depuis 2 jours. Dans l'entrepôt où on l'avait attiré par la ruse, on ne lui avait même pas donné d'eau. Il a hoché la tête avec gratitude. Rosa lui a servi une assiette de lentilles en ragoût avec un morceau de pain. C'était un repas simple, mais Roman a mangé comme si c'était le meilleur repas du monde. Cela faisait des années qu'il n'avait pas goûté quelque chose préparé avec autant de soin. « C'est délicieux », a-t-il dit, et Rosa a rougi un peu.
Pendant qu'il mangeait, Roman observait la maison. C'était la première fois de sa vie qu'il se trouvait dans une maison aussi pauvre. Mais il comprenait aussi qu'il y avait ici quelque chose qu'il n'avait jamais eu, même avec tout son argent. Il y avait de l'amour, une véritable affection entre une mère et son fils. « Misha va à l'école ?» a-t-il demandé. « Oui, mais c'est difficile », a répondu Rosa. « Les fournitures scolaires sont chères, les livres aussi. Et parfois il ne peut pas y aller parce qu'il n'a pas de bonnes chaussures. » Misha a eu honte. Ses baskets avaient pris des trous, et il les avait scotchées en plusieurs fois. « Mais il est très intelligent », a poursuivi Rosa avec fierté. « Les professeurs me disent de Kant toujours qu'il est l'un des meilleurs élèves. Il adore lire et il est très doué en mathématiques. »« Que veux-tu faire quand tu seras grand ?» a demandé Roman à Misha. « Médecin », a répondu Misha sans hésiter, « pour soigner les gens qui n'ont pas d'argent pour des médecins chers. » Roman a senti sa gorge se serrer. Ce garçon n'avait que 12 ans et pensait déjà à aider les autres. Cette nuit-là, Rosa a donné à Roman une vieille couverture et lui a fait un lit par terre dans le salon. Misha a dormi dans le même lit que sa mère, comme il le faisait quand il était plus jeune et faisait des cauchemars. Roman n'a presque pas dormi. Son corps lui faisait mal, mais son âme lui faisait encore plus mal. Son frère, le seul parent qui lui restait, avait essayé de le tuer. Et pourquoi ? Pour de l'argent, pour quelques chiffres sur un compte en banque. Il a pensé à Elena, à ce qu'elle aurait ressenti si elle avait su ce qui s'était passé. Elena s'était toujours un peu méfiée de Sergueï. « Il a des yeux d'envieux », avait-elle dit un jour. « Quand il nous regarde, je ne vois pas d'amour. Je vois du ressentiment. » Roman lui avait dit qu'elle imaginait des choses, que Sergueï était son petit frère et qu'il était normal qu'il soit un peu jaloux. Mais Elena avait raison. Sergueï détestait Roman depuis l'enfance. Quand ils étaient petits, Roman était toujours le plus intelligent, le plus responsable, celui qui avait de bonnes notes à l'école. Leurs parents le donnaient toujours en exemple. « Pourquoi ne peux-tu pas être comme ton frère ?» disait-il à Sergueï quand il faisait une bêtise. Et Sergueï a grandi avec cette colère en lui, attendant le moment de se venger. Quand leurs parents sont morts, Roman a hérité de la plus grande partie de la fortune familiale, parce qu'il était l'aîné et le plus responsable. Sergueï a reçu une plus petite part, mais il l'a rapidement dépensée en fêtes, en voitures de luxe et en femmes qui ne voulaient tant de lui que pour son argent. Puis il est venu demander du travail à Roman, et Roman lui en a donné par pitié, mais ne l'a jamais traité comme un partenaire égal, toujours comme le petit frère qui avait besoin d'aide. « Tu aurais dû le mettre à la porte il y a des années, » disait Elena. « Il est aigri et dangereux. » Mais Roman ne l'a jamais écouté, et en payait maintenant le prix. Le lendemain, Rosa est partie travailler tôt, comme d'habitude. Avant de partir, elle a dit à Roman qu'il pouvait rester aussi longtemps que nécessaire, mais de faire attention car les voisins posaient beaucoup de questions et elle ne voulait pas de problème. Misha était resté avec Roman car c'était samedi et il n'y avait pas école. Le garçon était curieux et posait des questions sur sa vie de riche. « Vous avez une grande maison ?» a-t-il demandé. « Oui, très grande » a dit Roman. « Avec un jardin, une piscine, beaucoup de pièces que je n'utilisais même pas. Et j'ai 3 voitures, un camion, une voiture de sport et une voiture normale pour tous les jours. » Misha écoutait, les yeux grands ouverts, incapable d'imaginer posséder autant de choses. « Et pourquoi votre frère a-t-il voulu vous tuer si vous aviez autant d'argent ?» Roman a soupiré. « C'est une bonne question. Parce qu'il voulait tout pour lui tout seul et ne voulait pas attendre que je meure de vieillesse. »« Vous n'avez pas eu d'enfant ?»« Non, ma femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Nous avons été mariés 30 ans, mais nous n'avons jamais eu d'enfant. » Misha a réfléchi. « Mon père est parti quand j'avais 5 ans, » a-t-il dit soudainement. « Ma mère dit que ce n'était pas un mauvais homme, mais qu'il ne savait tout simplement pas comment être un père. » Roman a regardé le garçon et a ressenti quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Misha était intelligent, bien élevé malgré la pauvreté, et possédait une bonté naturelle qui l'avait poussé à aider un inconnu sans rien demander en retour. « Veux-tu que je te raconte comment était ma vie avant ?» a demandé Roman. Misha a hoché la tête avec enthousiasme et s'est assis par terre à côté de la chaise où Roman était assis, comme je le fais quand ma maman me raconte des histoires. « J'ai commencé avec une très petite entreprise », a commencé Roman. « J'avais 20 ans et je venais de terminer le lycée. Mon père avait un petit entrepôt dans le centre-ville et quand il est tombé malade, j'ai pris la relève. »« Votre père est mort ?» a demandé Misha. « Oui, quand j'avais 23 ans. Et ma mère était morte quand j'avais ton âge, donc je suis resté seul avec mon frère qui était encore tout petit. »« Et comment avez-vous créé autant d'entreprises ?»« J'ai travaillé jour et nuit pendant des années.
Je me levais à 5 heures du matin pour aller au marché central acheter des marchandises, et je fermais le magasin à 10 heures du soir. Je n'avais pas de vacances, je ne sortais pas avec des amis, je ne faisais rien d'autre que travailler. Misha écoutait, fasciné. Dans son quartier, il connaissait beaucoup de gens qui travaillaient dur, mais il n'avait jamais connu quelqu'un qui avait gagné autant d'argent. « Et vous n'étiez pas fatigué ?»« Si, j'étais très fatigué. Mais j'avais un rêve, je voulais avoir beaucoup d'entreprises, pour donner du travail à beaucoup de gens, pour que les familles puissent acheter de la nourriture pas chère pour aider. Et vous y êtes arrivé ? Oui, mais ensuite j'ai oublié pourquoi j'avais commencé. Je me suis habitué à avoir de l'argent, à bien vivre, et j'ai arrêté de penser à aider les autres. » Roman s'est tu un instant en réfléchissant. « Tu sais ce qui est le plus triste, Misha ? J'avais tout ça, et je n'ai jamais été aussi heureux que maintenant, ici, avec toi et ta mère. » Misha a souri. « Ma mère dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Le bonheur, c'est d'aimer les gens et que les gens t'aiment. » Les jours ont passé et Roman se remettait de ses blessures. Rosa continuait de travailler 14 heures par jour, mais maintenant, elle avait de l'aide à la maison. Roman, qui n'avait jamais fait de tâches ménagères de sa vie, a appris à cuisiner, à faire la vaisselle, à nettoyer. Au début, en c'était une catastrophe. Il a brûlé la nourriture 2 fois, a cassé une assiette et a inondé la salle de bain en essayant de réparer un robinet qui fuyait. Mais Misha lui a appris avec patience et petit à petit, Roman a appris. « Ne vous inquiétez pas, Don Roman, disait Misha quand quelque chose n'allait pas. Ma mère aussi cassait des choses quand elle apprenait à cuisiner. Elle m'a raconté que la première fois qu'elle a fait un rôti, tout a brûlé et nous avons dû manger du pain et du beurre. » Roman riait des histoires de Misha. Le garçon avait une façon de voir la vie qui l'apaisait. Il ne se fâchait pas quand les choses allaient mal, ne se plaignait pas de la pauvreté, ne détestait personne. Un après-midi, alors que Misha faisait ses devoirs à la table de la cuisine, Roman a réalisé que le garçon avait des difficultés en mathématiques. « Je peux t'aider ?» a-t-il demandé. « Vous connaissez les maths ?» a demandé Misha. « Un peu », a dit Roman avec un sourire. Il gérait un empire de 200 millions de dollars, mais ne voulait pas l'effrayer. Roman s'est assis à côté de Misha et a expliqué l'exercice si simplement que le garçon a compris tout de suite. Il avait un don pour l'enseignement qu'il n'avait jamais découvert en lui. « C'est très facile quand vous expliquez », a dit Misha ravi. À partir de ce jour, Roman a aidé Misha à faire ses devoirs tous les jours. Il lui racontait aussi des histoires de son enfance, comment il avait commencé avec une petite entreprise et l'avait fait grandir. « Et pourquoi n'avez-vous jamais eu d'enfants si vous aimez tant être avec eux ?» a demandé Misha un après-midi. Roman est resté silencieux un long moment. « Parfois, les choses ne se passent pas comme on le souhaite, » a-t-il finalement dit. « Ma femme et moi avons essayé pendant longtemps, mais ça n'a pas marché. Et quand elle s'est morte, j'étais déjà trop vieux pour me remarier. » Misha a hoché la tête sérieusement, comme s'il comprenait parfaitement. « Mais vous pouvez être comme mon père maintenant, » a-t-il dit soudainement, « si vous le voulez. » Roman a senti ses yeux se remplir de larmes. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose d'aussi beau. Une nuit, Rosa est rentrée du travail, plus fatiguée que jamais. Elle s'est assise sur une chaise dans la cuisine et a pleuré en silence. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman ?» a demandé Misha, inquiet. « On m'a renvoyé », a dit Rosa. « La propriétaire de la grande maison dit qu'elle n'a pas d'argent et qu'elle ne peut plus me payer. » Roman a ressenti une colère terrible. Rosa travaillait comme une esclave pour une misère et on l'a renvoyée comme ça. « Combien te doivent-ils » a-t-il demandé. « 2 mois de salaire » a dit Rosa, mais elle dit qu'elle n'a pas d'argent pour me payer. « Demain, nous irons chercher cet argent » a dit Roman d'un ton décidé. « Non, Don Roman » a dit Rosa. « Vous ne pouvez pas prendre le risque qu'on vous voie. De plus, ces riches trouvent disons toujours un moyen de ne pas payer. » Mais Roman avait déjà pris sa décision. Cette nuit-là, il a attendu que Rosa et Misha s'endorment et est sorti de la maison pour la première fois en 3 semaines. Il a marché jusqu'à un arrêt de taxi et a donné au chauffeur une adresse dans le quartier le plus cher de la ville. Pendant le trajet, il s'est regardé dans le rétroviseur. Il n'avait plus l'air d'un puissant entrepreneur. Il avait maigri. Ses cheveux étaient beaucoup plus longs et en désordre, et les vêtements que Misha lui avait prêtés étaient trop petits. Mais il y avait une nouvelle lumière dans ses yeux, une détermination qu'il n'avait jamais eue. La maison où travaillait Rosa était une immense demeure, avec des jardins bien entretenus et un portail en fer. Roman a sonné et a attendu. Une femme d'une 50aine d'années est sortie, bien habillée et maquillée, qui l'a regardée avec mépris. « Que voulez-vous ? Si c'est pour l'aumône, partez. »« Je suis venu chercher l'argent que vous devez à Rosa Ivanova, » a dit Roman calmement.
La femme a ri. Rosa vous a envoyé. Dites-lui que je n'ai pas un sou pour elle. Si ça ne lui plaît pas, qu'elle me poursuive en justice. Madame, a dit Roman en faisant un pas en avant, je ne vais l'expliquer qu'une seule fois. Rosa a travaillé pour vous pendant 5 ans. Elle a lavé vos vêtements, nettoyé votre maison, s'est occupée de vos enfants quand ils étaient malades, et vous lui devez 2 mois de salaire. Vous allez la payer jusqu'au dernier centime, ou quoi? S'est moquée la femme. Vous allez me frapper? Roman a souri d'une manière qui lui a glacé le sang. Non, madame. Je vais ruiner votre vie. Je sais exactement qui vous êtes, où travaille votre mari, à quelle école vont vos enfants. Je connais des gens qui peuvent faire en sorte que vous vous retrouviez sans travail, sans maison, sans rien. Et je le ferai si vous ne payez pas ce que vous devez à Rosa, tout de suite. La femme l'a regardé avec peur. Quelque chose dans les yeux de Roman lui disait qu'il ne mentait pas. « Je n'ai pas d'argent liquide ici », a-t-elle balbutié. « Alors allons au distributeur », a dit Roman. « Nous 2 maintenant. » Une demi-heure plus tard, Roman rentrait à la maison avec tout l'argent dû à Rosa, plus une indemnité qu'il avait exigée pour licenciement abusif. Quand Rosa a vu l'argent, elle n'en revenait pas. « Comment avez-vous fait » a-t-elle demandé. « Parfois il faut parler la langue que les gens comprennent » a dit Roman. Mais le bonheur fut de courte durée. Le lendemain, Misha est rentré de l'école en pleurant. Il avait un œil au beurre noir et sa chemise était déchirée. « Que s'est-il passé » a demandé Rosa, désespérée. « Les garçons de l'école, » a dit Misha à travers ses larmes. « Ils disent que nous sommes des trafiquants de drogue, que nous avons de l'argent, bizarre. C'est pour ça que je ne travaille plus dans la grande maison. » Roman sentit son sang bouillir. Ses ennemis l'avaient retrouvé. Cette nuit-là, il n'a pas dormi. Il est resté assis sur la chaise de la cuisine, regardant par la fenêtre. À 3 heures du matin, il a vu un camion noir passer lentement dans la rue et s'arrêter un instant devant leur maison. Le lendemain, les problèmes se sont aggravés. Rosa est allée à l'épicerie du coin pour acheter du pain et le propriétaire lui a dit qu'il ne pouvait plus lui vendre car des rumeurs circulaient selon lesquelles elle était impliquée dans des affaires de drogue. « Doña Rosa, vous savez que je vous respecte, » a dit l'épicier, « mais je ne peux pas prendre de risques. On dit que vous êtes liée à des gens dangereux. » Misha aussi a eu des problèmes à l'école. Les autres garçons ne lui parlaient plus et la directrice a dit qu'elle avait reçu des plaintes de certains parents. « Misha est un bon garçon », a dit la directrice à Rosa quand elle est venue lui parler. « Mais certains parents disent que vous êtes impliqués dans des affaires étranges. Je ne sais pas quoi faire. » Cette nuit-là, pendant qu'ils dînaient en silence, Roman a pris la décision la plus difficile de sa vie. « Il faut que je parte », a-t-il dit à Rosa. « Pourquoi ?» a demandé Misha. « On a fait quelque chose de mal ?»« Non, mon fils », a dit Roman, et en disant « mon fils », il a réalisé que c'était la première fois qu'il utilisait ce mot. Vous m'avez sauvé la vie, mais ceux qui veulent quand me tuer vous feront du mal aussi si je reste ici. Rosa a compris. Elle avait vu assez de violence dans leur quartier pour savoir quand les choses devenaient dangereuses. « Où irez-vous » a-t-elle demandé. « Je ne sais pas. Loin, dans un autre pays, peut-être. » Misha a pleuré. « Mais vous êtes comme mon père maintenant, » a-t-il dit. « Vous ne pouvez pas partir. » Roman s'est agenouillé devant Misha et l'a serré fort dans ses bras. Il n'avait jamais ressenti un amour aussi pur, aussi sincère. « Tu es comme mon fils aussi, » lui a-t-il dit. « Et c'est pourquoi je dois partir pour prendre soin de toi. » Mais avant de partir, Roman avait des choses à faire. Au cours des 2 semaines suivantes, tout en préparant sa fuite, il a travaillé en secret pour s'assurer que Rosa et Misha seraient protégés pour toujours. D'abord, il a contacté son avocat de confiance, le seul homme en qui il pouvait avoir confiance. Il lui a expliqué toute la situation et lui a donné des instructions précises sur ce qu'il fallait faire. « Docteur Ivanov, » a-t-il dit au téléphone depuis une cabine téléphonique du quartier, « j'ai besoin que vous transfériez 5 millions de dollars sur un nouveau compte au nom de Misha Ivanov. Et je veux que Rosa Ivanova reçoive une pension mensuelle pour le reste de sa vie. »« Don Roman, où êtes-vous » a demandé l'avocat inquiet. « Votre frère dit que vous avez disparu, il est très inquiet. »« Mon frère veut ma mort » a dit Roman avec amertume, et il a presque réussi. « Faites ce que je vous ai dit et ne dites à personne que nous avons parlé. » Il a également acheté une petite mais belle maison dans un meilleur quartier, loin du ravin, où Misha pourrait aller dans une bonne école privée et où Rosa n'aurait plus à s'inquiéter de l'argent. Pendant ce temps, dans son manoir du quartier chic, Sergueï Kozlov devenait de plus en plus nerveux. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'il avait ordonné de tuer son frère, et le corps n'était toujours pas apparu. Les brutes qu'il avait engagées disaient avant qu'Elkofa l'avait jeté dans le ravin et qu'il était impossible qu'il ait des survécus. Mais Sergueï n'était pas tranquille. «
Je veux voir le corps, a-t-il exigé. Quel corps ? On l'a jeté à l'eau, les poissons doivent déjà l'avoir mangé, a répondu l'un des tueurs. Mais Sergueï connaissait son frère. Roman avait toujours eu de la chance, le genre de personne qui parvenait à se sortir de situations impossibles. Il ne serait pas tranquille tant qu'il n'aurait pas vu le cadavre. « Cherchez mieux », leur a-t-il crié. Et s'il est vivant, finissez le travail. Les brutes ont commencé à poser des questions dans les quartiers près du ravin. Ils demandaient si quelqu'un avait vu un homme âgé, bien habillé, blessé. Et petit à petit, les questions sont arrivées jusqu'au quartier où vivaient Rosa et Misha. C'est ainsi que les rumeurs de trafiquants de drogue ont commencé. Les gens du quartier savaient que lorsque des hommes étranges posaient des questions sur quelqu'un, c'était généralement parce que cette personne avait de gros problèmes. Roman a compris que le temps pressait quand Misha était rentré battu pour la 2e fois. Cette fois, c'était pire. 2 garçons plus âgés l'avaient attaqué à la sortie de l'école. « Nos pères disent beau que ta famille sont des trafiquants de drogue », lui ont-ils dit en le rouant de coups. « C'est pour ça que vous avez soudainement de l'argent. » Misha n'a pas parlé de Roman à ses agresseurs. Il a inventé que sa mère avait gagné à la loterie, mais Roman savait que ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne parle trop. Cette nuit-là, Roman a écrit une longue lettre. Il y expliquait toute la vérité sur qui il était, ce qui s'était passé avec son frère et pourquoi il devait partir. Il a également laissé des instructions très précises sur l'argent qu'il leur laissait et sur la nouvelle maison. « Ce n'est pas l'aumône », a-t-il écrit. « C'est un cadeau d'amour pour la famille que je n'ai jamais eu. Misha, étudie beaucoup et deviens le médecin que tu veux être. Rosa, repose-toi un peu après tant de travail. Je vous aime comme mon propre sang. » À l'aube, Rosa et Misha l'ont accompagné à l'arrêt de bus. Tous les 3 pleuraient bon sans retenue. « Prenez bien soin de vous, » a dit Roman. « Et Misha, étudie beaucoup. Tu es très intelligent. Tu peux aller loin. »« On vous reverra ?» a demandé Misha. « Je ne sais pas, » a dit Roman honnêtement. « Mais je vous porterai toujours dans mon cœur. » Le bus est arrivé et Roman est en montée. Par la fenêtre, il les a regardés jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Roman s'est d'abord rendu dans la capitale, puis dans un autre pays d'Amérique du Sud. Il avait de faux papiers qu'il avait obtenus grâce à des contacts dans le monde des affaires et suffisamment d'argent sur des comptes à l'étranger pour vivre le reste de sa vie sans problème. Il s'est installé dans un petit village de montagne où personne ne posait de questions et où la vie était simple. Il a loué une petite maison et s'est consacré à aider à l'école locale, enseignant les mathématiques aux enfants du village. C'était une vie très différente de celle qu'il avait eue, mais c'était une vie en paix. Chaque nuit avant de s'endormir, il pensait à Misha et Rosa, se demandant ce qu'ils faisaient, si Misha continuait d'étudier, si Rosa allait bien. 3 jours après le départ de Roman, Rosa a reçu la visite d'un avocat très élégant. L'homme a expliqué que Roman Kozlov avait laissé des instructions très précises. Il avait transféré des millions de dollars sur un compte au nom de Misha Ivanov, qu'il pourrait utiliser à ses 18 ans pour étudier ce qu'il voudrait. En attendant, Rosa recevrait chaque mois assez d'argent pour ne plus avoir à travailler et pouvoir s'occuper de son fils. Il leur avait également acheté une petite mais belle maison dans un meilleur quartier, où Misha pourrait aller dans une bonne école privée. « Et monsieur Roman ?» a demandé Rosa. « Il a quitté le pays », a dit l'avocat. « Mais il a laissé cette lettre pour vous. » Rosa a ouvert la lettre, les mains tremblantes, et l'a lue à haute voix pour Misha. « Chère Rosa et cher Misha, vous m'avez appris ce qui a vraiment de la valeur dans la vie. Pas l'argent, pas les grandes maisons, pas les voitures de luxe. C'est l'amour, la gentillesse, la famille que l'on choisit. Misha, tu m'as donné l'amour d'un fils que je n'ai jamais eu. Rosa, tu m'as donné l'affection d'une famille que j'avais perdue. Je vous porte dans mon cœur pour toujours. Utilisez cet argent pour être heureux, pour étudier, pour aider les autres comme vous m'avez aidé. Et rappelez-vous toujours, l'homme le plus riche du monde n'est pas celui qui a le plus, mais celui qui aime le plus et qui était le plus aimé. Je vous aime pour toujours. » Roman Misha n'a cessé de pleurer de toute la journée. Rosa l'a serré fort dans ses bras et a promis qu'il n'oublierait jamais l'homme qui les avait tant aimés. Le déménagement dans la nouvelle maison était comme un rêve. C'était une petite maison mais avec 3 chambres, un petit jardin et dans un quartier où Misha pouvait aller à l'école sans crainte. L'école privée était très différente de celle du quartier pauvre. Les professeurs étaient les mieux formés. Il y avait des ordinateurs, un laboratoire, une bibliothèque. Misha s'est distingué dès le premier jour. Il était intelligent, travailleur et possédait une humilité qui surprenait tout le monde. « D'où vient ce garçon ?» demandait la directrice. Il était brillant mais pas arrogant comme les autres enfants de familles gens riches. Misha n'a jamais raconté à personne toute l'histoire de Roman. Il disait qu'un parent éloigné leur avait laissé un héritage, mais gardé les vrais détails secrets.
Rosa, pour la première fois de sa vie, a pu se reposer. Elle n'avait plus à se lever à 5 heures du matin, plus à subir les mauvais traitements de patrons cruels. Elle pouvait se consacrer à prendre soin de Misha et a même commencé à étudier pour terminer le lycée, qu'elle avait abandonné quand elle était tombée enceinte. Mais le passé ne les a pas laissés tranquilles si facilement. 6 mois après le départ de Roman, Sergei Kozlov a été arrêté. Les enquêtes ont montré qu'il avait transféré de l'argent sur les comptes de tueurs à gages connus, qu'il avait menti sur la localisation de son frère et qu'il avait des motifs clairs pour le meurtre. Le corps de Roman n'a jamais été retrouvé, mais les preuves étaient insuffisantes. Le procureur a réussi à prouver que Sergei avait planifié le meurtre pendant des mois, qu'il avait engagé des brutes, qu'il avait inventé l'histoire de la plainte pour tendre un piège à son frère. Le procès a fait sensation dans les médias. L'histoire du millionnaire entrepreneur tué par son propre frère a fait la une de tous les journaux pendant des semaines. Sergei a tenté de se défendre, mais les preuves étaient accablantes. Les brutes qu'il avait engagées l'ont dénoncé lorsque la police les a arrêtés. Les relevés bancaires montraient important les paiements. Les employés de l'entreprise ont confirmé qu'il avait menti sur la prétendue plainte. « Mon frère a quitté le pays », insistait Sergei. Horita était vivant quelque part, attendant de revenir pour tout reprendre. Mais personne ne l'a cru. Il a été condamné à la prison à vie pour meurtre et complot. L'entreprise de Roman a été liquidée. Les employés se sont retrouvés sans travail. Les fournisseurs ont perdu de l'argent. Les concurrents se sont partagés les clients. Sergei n'a rien hérité, car il ne pouvait pas bénéficier du crime qu'il avait commis. Toute cette fortune qu'il avait tant convoitée s'est rapidement évaporée. Les avocats, les frais de justice, les dettes accumulées. Tout a disparu. Finalement, Sergei s'est retrouvé avec moins que rien. Il était en prison, pauvre et détesté de tous. Pendant ce temps, dans son village de montagne, Roman lisait les nouvelles sur Internet dans le café du village. Il a ressenti un mélange de tristesse et de soulagement en apprenant l'arrestation de Sergei. Tristesse parce qu'après tout, c'était son petit frère, le garçon qu'il avait élevé à la mort de leurs parents. Soulagement, parce qu'il savait maintenant que Rosa et Misha étaient en sécurité. Roman a continué à vivre dans le village pendant des années, s'adaptant à une vie simple, sans luxe, mais pleine de petites satisfactions. Il aidait les enfants du village à faire leurs devoirs, s'occupait d'un petit potager, lisait des livres à la bibliothèque locale. Les voisins le connaissaient sous le nom de Don Roman, un homme âgé venu de la ville et très doué pour enseigner les mathématiques. Personne ne connaissait sa véritable histoire, et il ne la racontait pas, mais chaque jour, il pensait à Misha et Rosa. Il se demandait si Misha avait réussi à devenir médecin, si Rosa allait bien, s'il se souvenait de lui. Roman n'était jamais revenu, mais chaque année, le jour où Misha l'avait trouvé dans le ravin, une lettre arrivait d'un pays lointain, sans signature, mais avec une écriture que Misha connaissait par cœur. Les lettres c'était toujours courtes, mais pleines d'amour. Roman racontait qu'il allait pas bien, qu'il se souvenait d'eux chaque jour, qu'il était fier d'eux. Il posait des questions sur les études de Misha, sur la santé de Rosa, sur leurs projets et leurs rêves. Misha gardait toutes les lettres dans une boîte spéciale. Il les lisait quand il était triste, quand il avait des problèmes à l'école, quand l'homme qui avait été comme un père pour lui manquait. Les années ont passé. Misha a terminé le lycée avec les meilleures notes de sa promotion. À 18 ans, il a pu accéder à l'argent que Roman lui avait laissé, mais sa décision était déjà prise. Il allait étudier la médecine comme il en avait toujours rêvé. La carrière était difficile, mais Misha avait une motivation particulière. Il se souvenait des paroles de Roman sur l'aide aux autres, sur l'utilisation de son intelligence pour le bien. Il a étudié jour et nuit, excellent dans toutes les matières. Il a fait ses stages dans des hôpitaux publics où il soignait les pauvres, comme il l'avait été lui-même. Rosa était fière de son fils, mais aussi inquiète. Misha était trop exigeant avec lui-même. Il travaillait trop, oubliant parfois de se reposer. « Don Roman serait fier de toi », lui disait-elle en le voyant étudier tard dans la nuit. « Mais il voudrait aussi que tu sois heureux. » Quand Misha a obtenu son diplôme de médecin, il a organisé une petite fête chez eux. Il a invité Rosa, quelques camarades de faculté, les voisins qui étaient devenus comme une famille. Mais à la place d'honneur de la table, il a mis une photo qu'il avait prise avec Roman des années auparavant, le seul souvenir visuel qu'il avait. « Cet homme m'a appris ce que signifie être un homme bon », a-t-il dit à ses invités. « Il n'était pas là, mais tout ce que je suis, je le lui dois. » Misha a ouvert un cabinet dans le quartier où il avait grandi, non loin du ravin où il avait trouvé Roman. Il soignait gratuitement ceux qui ne pouvaient les pas payer, demandait peu à ceux qui pouvaient le payer quelque chose, et ne demandait le plein tarif qu'à ceux qui avaient pensé beaucoup d'argent.
Son cabinet est devenu célèbre dans le quartier. Les gens faisaient la queue dès le petit matin pour être soignés par le docteur Misha, le garçon du quartier qui avait obtenu son diplôme et était revenu pour aider les siens. Misha s'est également marié. Il a rencontré une enseignante nommée Lyuba, qui travaillait à l'école du quartier. C'était une femme bonne et intelligente qui comprenait pourquoi Misha avait choisi cette vie de service aux autres. Quand Misha lui a raconté l'histoire de Roman, Lyuba a pleuré. « C'est si beau que tu aies eu un père comme ça », lui a-t-elle dit. Misha et Lyuba ont eu 3 enfants, 2 garçons et une fille. Ils ont appelé l'aîné Romanchik en l'honneur de l'homme qui avait sauvé la vie de Misha et changé son destin. Quand Romanchik a eu 12 ans, le même âge que Misha quand il avait trouvé le millionnaire dans le ravin, Misha l'a emmené à l'endroit exact où tout s'était passé. « C'est ici que j'ai rencontré l'homme le plus gentil du monde », lui a-t-il raconté. « Un homme qui m'a appris que la vraie famille est celle que nous choisissons, pas seulement celle du sang. » Romanchik a écouté toute l'histoire, depuis le moment où son père a trouvé l'inconnu blessé jusqu'aux lettres qui continuaient d'arriver chaque année. « Et il n'est jamais revenu ?» a demandé le garçon. « Non, a dit Misha, mais il est toujours avec nous. Dans tout ce que nous faisons pour les autres, dans tout le bien que nous essayons de faire, il est présent. » Les années ont continué de passer. Rosa a vieilli, entourée de l'amour de Misha, Lyuba et ses petits-enfants. Elle a vécu assez longtemps pour voir Misha devenir l'un des médecins les plus respectés de la ville, non pas pour son argent, mais pour sa bonté. Quand Rosa est tombée malade d'un cancer à 70 ans, Misha s'est occupé d'elle avec le même dévouement qu'elle s'était occupée de lui quand il était petit. Les derniers jours de Rosa se sont déroulés chez elle, entourée de sa famille, sans douleur grâce aux soins de son fils. Avant de mourir, Rosa a demandé à Misha de relire une dernière fois la lettre que Roman avait laissée en partant. Pendant que Misha lisait les mots sur l'amour et la famille l'a choisi, Rosa a souri et s'est endormie pour toujours. Au funérailles de Rosa, Misha a placé sur le cercueil une photo de lui recevant son diplôme de médecin, la lettre de Roman et une fleur du jardin de la maison qu'il leur avait achetée. Les lettres de Roman ont continué d'arriver pendant encore 20 ans, toujours le même jour, toujours avec des nouvelles qu'il allait bien, toujours avec des questions sur la famille de Misha. Mais quand Misha a eu 32 ans, les lettres ont cessé d'arriver. Misha a su, sans que personne ne le lui dise, que Roman était mort. Il avait vécu assez longtemps pour savoir que le garçon qu'il avait sauvé était devenu un homme bon, qu'il avait réalisé ses rêves, qu'il avait une famille heureuse. Cette nuit-là, Misha n'a pas dormi, assis dans son cabinet et regardant par la fenêtre le ravin où tout avait commencé. Il a pleuré l'homme qui avait été son véritable père, celui qui lui avait appris ce qui était vraiment important dans la vie. Mais il a aussi souri, car il savait que Roman aurait été fier de ce qu'il avait accompli. Misha a continué de soigner les pauvres de son quartier pour le reste de sa vie. Il a ouvert 2 autres cabinets, un dans le quartier où il avait vécu avec Rosa et un autre dans le village où sa mère était née. Il a formé d'autres jeunes médecins à suivre son exemple. Il leur a appris que la médecine est un service, pas un commerce. Quand Misha était déjà un vieil homme aux cheveux blancs et aux mains fatiguées par tant d'années de travail, il continuait de raconter l'histoire de Roman à tous ceux qui voulaient en l'entendre. Un jour, disait-il à ses petits-enfants, un pauvre garçon a trouvé un homme riche abandonné dans un ravin. Le garçon l'a sauvé par bonté, sans rien attendre en retour, et cet homme riche lui a rendu non seulement de l'argent, mais de l'amour, de la sagesse. Et la plus importante des leçons, la vraie richesse est dans l'amour et dans le fait d'être aimé. Ces petits-enfants ont grandi en écoutant cette histoire, et quand ils sont devenus adultes, ils sont devenus de bonnes personnes eux aussi. Certains sont devenus médecins comme Misha, d'autres enseignants, d'autres travailleurs sociaux. Tous ont choisi des métiers où ils pouvaient aider les autres. L'histoire s'est transmise de génération en génération. Les enfants de Misha l'ont raconté à leurs enfants, et ceux-ci au leur, donc toujours avec le même message. La bonté se multiplie, le véritable amour ne se perd jamais, et une seule personne bonne peut changer la vie de beaucoup d'autres. Dans le quartier Plutieux, une petite plaque a été installée, non loin du ravin où tout a commencé. Elle ne mentionnait pas le vrai nom de Roman, car Misha n'a jamais voulu le révéler, mais elle disait « Ici a commencé une histoire d'amour entre un homme sans famille et un garçon sans père. Ils nous ont appris que la vraie famille est celle que nous choisissons avec le cœur. » Jusqu'à ce jour, les gens du quartier déposent des fleurs sur cette plaque. Ils ne savent pas exactement qui étaient Roman et Misha, mais ils comprennent le message. Il faut toujours aider celui qui est au tombé, car on ne sait jamais comment cette aide peut changer le monde. Et quand Misha était très vieux et savait qu'il lui restait peu de temps, il a écrit une longue lettre racontant toute l'histoire.
Il l'a conservé dans un coffre-fort à la banque avec des instructions pour l'ouvrir après sa mort. Dans cette lettre, Misha a écrit « Mon nom est Misha Ivanov. Et quand j'avais 12 ans, j'ai trouvé un homme nommé Roman Kozlov, abandonné dans un ravin. Je l'ai sauvé parce que ma mère m'avait appris à aider les autres. Cet homme m'a sauvé aussi, non seulement avec de l'argent, mais avec l'amour d'un père. Il m'a appris que la famille s'ignore pas seulement le sang, mais le soin que l'on choisit de donner et de recevoir. Cette histoire est réelle, elle s'est passée dans ce quartier, dans ce ravin, et je veux qu'elle soit connue pour toujours, pour que d'autres apprennent ce que j'ai appris. Qu'un acte de gentillesse peut changer de nombreuses vies, que le véritable amour ne meurt jamais, et que l'homme le plus riche du monde n'est pas celui qui a le plus, mais celui qui aime le plus et qui est le plus aimé. Quand Misha est mort à 80 ans, entouré de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, la lettre a été ouverte et toute l'histoire a été révélée. Les médias l'ont publiée, les gens l'ont partagée, elle est devenue célèbre dans tout le pays. Mais pour la famille ensemble de Misha, la gloire n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est qu'ils avaient vécu cette histoire, l'avaient ressentie dans leur propre chair, avaient été témoins de la façon dont l'amour peut tout transformer. Au cimetière où Misha est enterré, il y a une simple tombe avec une inscription qu'il a lui-même choisie. Francisibujur Francisipue, fils de Rosa Ivanova et de Roman Kozlov. L'une m'a donné la vie, l'autre m'a appris à la vivre. Et jusqu'à ce jour, chaque année, le jour où Misha a trouvé Roman dans le ravin, un membre de la famille se rend au cimetière et dépose 2 fleurs. Une pour Misha qui a sauvé un inconnu par bonté, et une autre pour Roman, qui a rendu cet amour multiplié par 1000. Parce que certaines histoires d'amour sont si fortes qu'elles durent éternellement. Et l'histoire de Roman et Misha est l'une de ces histoires qui nous rappelle que, peu importe combien d'argent nous avons, ou à quel point nous sommes pauvres, nous pouvons tous choisir d'être de bonnes personnes. Et lorsque nous choisissons la bonté, le monde devient meilleur pour tous.